l'armée allemande, des espèces de chapeaux à hélice, mais c'est d'une poésie, c'est extraordinaire. Si on voit cette image-là, que vont dire les gens? Je lui demande, définis-moi le monde, s'il te plaît, vas-y, c'est quoi pour toi le monde? Puis le mec il me regarde, il me fait un caca fluorescent. Puis j'ai trouvé pas mal en fait, cette espèce d'apothèque comme ça, très court. T'enlèves la petite, le pédoncule, hein. C'est une aubergine. Enfin, C'est une saucisse. t'enlèves c'est une le aubergine. pédoncule. Non, non, Courgette. ouais, c'est une courgette. Puis là par contre, on dirait vraiment, on met derrière, tu vois, comme ça C'est là. un hot dog là. Ah, ah oui, oui. J'aimerais bien en chier des comme ça, tu vois. Non, mais je vais dire non, Tu vois, c'est typique la modernité, on vire tout et on met de la transparence. La dictature du lisse, comme je disais toujours. On enlève toutes les modernatures, on enlève tous les croisillons, on enlève tout. Il faut laisser... Voilà. Soi-disant la lumière. Après bon, dans ces cas-là, dans ces extrêmes cas d'immensité, bon, j'avoue, ça craque. Qu'est-ce que l'architecture? C'est définir de l'espace, de l'intérieur, mais surtout un volume de l'extérieur. Alors on a volume et espace ici. Bon, ça fracasse. Franchement, ça fracasse. Après là, tu vois, ils sont tous là avec leur casque virtuel. Je trouve assez bon, assez... l'univers pour moi du... Je dirais pas steampunk, parce que j'ai vraiment de la peine avec le steampunk. De finir avec des meufs avec des espèces de gogoles plastiques dégueulasses chinoises, avec des hautes formes tout dégueulasses. Mais en même temps, il y a quand même un truc que j'aime dans... On va dire, allez, on va utiliser comme ce mot, allez, je vais utiliser steampunk. Il y a quand même un truc que je trouve noble. Victorien, là, le steam victorien. Puis tu vois ça, les boomers avec leurs petits-enfants, bon, ils sont choux, ils sont sortis leurs petits-enfants, tu vois, c'est mimi. Ils sont là. L'armée allemande, très haute altitude. L'armée allemande. Bien voilà, les rics indirects, ils ripostent, tu vois. J'ai lu une BD ou je sais plus quoi. Peut-on faire plus européen que cette image, tu sais? Regarde ça. Hein, il y a l'inclusivité. Tu connais Panamarenko? Non. Panamarenko, il fait que des machines, il fait aéromodeler. Il fait toutes des machines volantes impossibles. Génial. J'en parle chaque fois parce que un des plus magiques de tous, c'est Mesmer, donc hôpital psychiatrique, rêve de voler. Prend son vélo, fabrique un truc, il y a plein de vidéos de lui qui tournent où tu le vois, qui pédale et puis il essaie que ça tourne comme ça. Ses dessins super naïfs de tous ses projets, son espèce d'immense encyclopédie qui fait du vol. Et puis c'est juste génial quoi. J'avais redessiné avec Nico des petits avions en papier un peu bizarres comme ça, avec des crayons comme base. Comme si le mec il utilisait des crayons pour faire des... Mais c'est marrant parce que ça je les ai déjà vus à Bruxelles. Ce vélo il tourne partout. Ils avaient fait un spécial sur Mesmer, parce que là ils ont juste mis un petit peu de ces trucs. Il y a des milliers de dessins. Il y a un bouquin qui coûtait 120 € quand j'étais allé à Outsider Art Fair de tous ces dessins.
et de toutes les photos, parce qu'il y a des gars qui ont bien chopé que le mec est fort. Et il y a des photos de Mesmer dans des espèces de dunes comme ça, avec juste sa machine, puis ces espèces de chapeaux à hélice. Mais c'est d'une poésie, c'est extraordinaire. C'est moi, il gueule à la Wakbar. Ah non, c'est pas... Non, c'est aussi. Mais ça me fait penser au prochain apocadrille que je vais faire sur ce mec qui est en chaise roulante, qui ne peut donc plus marcher, mais qui construit des arches pour sauver l'humanité à partir de boîtes à chaussures. Donc tu vois le paradoxe. Beaucoup de contes orientaux. T'as un prince, un vizir qui utilise les oiseaux comme l'attraction. D'ailleurs, il y a cette anecdote d'un gars, un Italien, alors je sais plus le nom, mais il a fait une espèce de truc à plumes, puis il s'est jeté, et puis il s'est buté, il s'est écrasé, alors qu'il avait fait des espèces de deltaplanes ratés en plumes. Et l'excuse qui a été donnée, c'est qu'il y avait des plumes de poule. Sinon, j'aurais réussi. Bah non, en fait, il s'est éclaté en bas. Donc, parce qu'il n'y avait pas des bonnes plumes d'oiseaux volants, c'est pour ça que ça marche pas. Donc, quand tu fais une aile volante, il faut bien mettre. C'est la façon de penser du 19e. Encore avant l'arrivée de la science qui va vraiment balayer tout esprit de métaphore et de poésie, qui est bancal quand tu veux l'appliquer en vrai. Tu vois. C'est le problème des 4 sens de l'écriture quand tu appliques un sens anagogique à un sens littéral. Alors que ce serait le dernier, c'est l'inverse. C'est marrant parce que le 20e siècle, il y a cette évolution avec ce qu'on appelle le streamline, cette esthétique américaine très aluminium, très... Enfin, c'est le pipisto laser design où tu as l'impression que tout est fabriqué en soufflerie. Bon, c'est une esthétique hyper intéressante pour les dessinateurs. Puis maintenant, je trouve qu'il y a un peu l'inverse. C'est plus ces formes. On retrouve, on dirait une espèce de sentinelle dans Star Wars de l'Empire, tu sais, dans l'Empire contre-attaque qui se déplace comme ça. Et c'est plus l'alu, c'est plus le reflet de la lumière, comme on a vu une super toile avant au fusain là. Mais c'est le carbone. Ou le truc noir, quoi. Dégomme des oiseaux. Je trouve que c'est intéressant. C'est plus la nacre du coquillage qui paraît impossible à voler. Là, c'est le. Mais pas la structure de fer, mais vraiment le carbone, quoi. C'est le mortifère. Oh, mais Hervé, merci. Le mortifère. Bon, alors, on nous a reproché que c'était trop mondain. La pesanteur de cette ambiance un peu germano-pratine comme ça, avec des bobos droitardés qui viennent écouter les petits artistes prolos. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Mandrill, tu viens en fait, l'esthétique de droite, elle va se coucher sous l'emprise de la bourgeoisie. Toi, pour exister, tu dois faire le mariole devant les bourgeois. Quoi ? Bon. Moi, on m'a invité, j'ai trouvé le spot génial, les gens étaient très sympas. Puis moi, j'ai pas senti une certaine arrogance. Au contraire, ils ont écouté, et puis bref. Donc là, place à l'élévation. On est à l'hangar Y, et je connais cet endroit grâce à notre invité, Hervé, qui m'a fait découvrir cet endroit. Et je savais pas que oui, effectivement, moi, l'expression que j'utilise plutôt pour une femme, je disais, c'est un hangar à Zeppelin.
Moi, c'est pas pour des bonnes raisons. Mais là, C'est un peu misogyne. Hein. non, mais alors, tu sais, Hervé, dans cette émission, les règles de courtoisie et de bienséance, la déférence Et suisse. tu m'empêcheras pas de faire mes commentaires. C'était là pour ça, et ça me fait très plaisir. Alors, Hervé, je te présente. On s'est connus au NIF il y a, avant que je me fasse virer de ce festival l'année passée, il y a 15 ans, avec une intervention du public sur une conférence c'était le directeur de Mad Movie, sur le gore dans l'esthétique du cinéma. Moi, j'ai parlé de l'œil obstacle de Yankelevitch qui ne peut pas s'observer lui-même. Enfin, j'ai balancé plein de trucs. Toi, tu as balancé plein de trucs. On s'est retrouvés à la fin de la conférence. On s'est serré la main. J'ai acheté ton bouquin. On s'est quasi plus quitté depuis. Et le bouquin, il s'appelle Regard sur l'image. Le bouquin s'appelle Regard sur l'image. J'en parle très souvent dans mes lives et dans mes apocadrilles. C'est une bible. Toute personne qui fait de l'image, qui dessine, qui fait du graphisme, qui pense l'image, je touche rien dessus si jamais Hervé, c'est que du plaisir qui vend son bouquin. C'est une bible, c'est extraordinaire. Toute une partie sur la religion, le symbolisme. Et moi, c'est ma partie préférée. Mais des parties optiques, techniques. Tu as été journaliste technique dans un magazine. Le photographe et vidéo broadcast. Donc, tu as une expérience dans le milieu de la transition entre l'analogique et le numérique que personne a. En tout cas, dans mes amis. J'ai fait la transition. J'ai été un des premiers à faire du numérique en 83. Et j'ai une formation à l'argentique classique, au tirage et au labo photo. Donc, j'ai la double casquette, entre guillemets. Le double statut. Double statut, tout à fait. C'est intéressant. La double nationalité. Bon, les amis. C'est pas pour rien que j'ai mis dans le titre le mot Asperger. Notre Gilou se met en mode rocking chair auto-stimulatif à partir de maintenant. Mais sachez que c'est sa façon à lui d'augmenter son niveau d'énergie, tel un Saiyan avant sa transformation. Mais cérébral, enfin mieux, poétique. L'humilité de notre prof préféré écoute patiemment et va nous surprendre tout au long de cette émission. Quant à Hervé, je profite de préciser qu'il a été membre du jury au Festival de Cannes. C'est plutôt une casserole dans nos milieux, hein. Bon, Cannes, quoi. Et même lui, on n'est pas fier. C'est dire. Allez, pas de tunnel, retournons à ce très sympathique interview. Hervé, on se connaît, on échange beaucoup. Tu es très prolifique sur Internet avec ton blog où tu écris des textes super intéressants. Donc d'ailleurs, je vais me baser sur certains de tes passages. On a beaucoup d'auteurs en commun qu'on aime beaucoup. Bernard Stiegler. Moi, je te parle des fois de Baudrillard, toi tu grinces des dents en disant ouais, mais bon, il y a comme des trucs cool. On parle de Brassailles, de Breton, on parle de beaucoup de choses dans l'image. On a notre ami Gilou, antiquisant, helléniste. Avec sa voix de velours. Voilà. N'est-ce pas ? D'ailleurs, maintenant, t'es devenu un mème. Hein. T'as vu que certains youtubeurs se moquent de toi. Hein. Ah oui. Ouais, pas méchamment, mais ouais. Ah, mais mais c'est. il paraît il faut que tu me dises. Non, mais C'est une consécration, tu rigoles. c'est bien. C'est ce que j'allais dire, le début de la gloire dans le C'est monde ça. de YouTube. Mais alors du coup, toi, t'es pas du tout dans ces optiques-là, c'est le cas de le dire au sens propre configuré, mais tu vas aussi Ouais. nous ramener à l'image d'un point de vue, entre guillemets... Ancien, l'Antiquité, qu'est-ce que c'est que l'image pour Ouais. les anciens ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Et comment on peut s'en inspirer ? Est-ce qu'on a si changé que cela ? Absolument, ouais. Et puis alors, Tilou, on est passé ce matin à la fabuloserie. Merci Hervé, tu as conduit comme un chef. On s'est tapé donc 2 heures de... En fait, nous, on est les seuls qui font une émission, puis on a 4 heures de bagnole dans la gueule, parce Parce qu'on est... refont une deuxième émission Voilà, derrière. on est descendu en Bourgogne, allé à la fabuloserie et tout. T'as lancé, je trouvais hyper intéressant pour commencer, parce que moi j'ai bien sûr tout un petit schéma, on s'en fout. De toute façon, il y a, c'est le chaos, mais organisé, ou l'ordre dans le... Tu m'as parlé d'un article que tu as lu, tu me le résumes, et je pense qu'il y a 2-3 pistes intéressantes. Vas-y. Ce matin, en fait, on a eu ce débat dans la voiture. Je lisais un vieil article du Monde Diplo qui parlait de l'image dans les années 80, 90, au début de l'arrivée des caméscopes, quand les gens commençaient à se filmer eux-mêmes et puis du coup à se regarder eux-mêmes, avec pour réaction souvent ce côté oh là là, qu'est-ce que j'aime pas ma voix, qu'est-ce que j'aime pas, à quoi je ressemble, tu vois. Oh, mais comme je suis moche. Oh, Voilà, mais... ça c'est classique, tout le monde le connaît et c'est quelque chose qui est apparu un peu à cette période. Hein. Et donc il y avait tout un parallèle. Plutôt comment il y a 2 discours qui se forment, qui est le discours de la vidéo étatique ou de la vidéo officielle, la vidéo d'entreprise, qui est un point de vue extérieur souvent sur toi, et le point de vue où c'est les gens qui commencent à se filmer eux-mêmes. D'un côté, on se déteste, et d'un côté, on adule les autres quand on les voit, et on se crée en s'associant à des images, à des stars, tu vois, on s'identifie. Et en même temps, c'est notre propre altérité à nous-mêmes qui nous dégoûte le plus au final, tu sais.
Quand on se regarde dans nos propres vidéos. Ce que Laurent Danchin appelle le paradoxe de la double contrainte. Donc en fait, Et en même temps, attends, c'est encore plus vicieux parce que t'étais plus chaud dans la bagnole. Vas-y, lâche parce que ça qu'une fois qu'on a ça, Voilà. on peut se dire que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a à nouveau le phénomène inverse. C'est-à-dire qu'on a eu un changement, on a un nouveau changement où maintenant, avec les filtres et le fait de se filmer soi-même, les selfies, on est vachement plus habitué à son image, que ce soit son mauvais profil, que ce soit sa voix. Tout le monde, plus personne ne râle parce que oh là là, je suis pas très beau sur la photo. Mais pourquoi ? C'est pas parce qu'on a plus l'habitude de se filmer, c'est parce qu'on se filme avec des artifices. On se filme avec tout un tas de filtres, avec tout un tas de couches qu'on met entre nous et la réalité et qui vont nous dissocier en fait du réel, quoi. Je voudrais quand même revenir sur cette histoire de perception de soi-même, parce que dans le oui, en tout cas, il y a un phénomène qui est extrêmement prégnant. Tu t'entends par tes mâchoires, tu t'entends pas par les oreilles. Et donc quand tu te filmes ou quand tu t'écoutes au téléphone ou dans un magnétophone, tu t'entends par les oreilles. Et donc c'est pas le même son. Exactement. Et c'est pour ça. En fait, c'est pas qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, c'est une voix qu'on n'a jamais entendue. Et du coup, il y a une réaction de rejet parce qu'on l'a jamais entendue. C'est un inconnu, quoi. Voilà. Perso, moi, ma voix avec mes mâchoires, je l'aime bien. Puis quand je m'entends, je suis la merde. C'est pas du tout connecté, tu vois. Ben oui, parce qu'on se reconnaît pas en fait. Mais pas besoin d'avoir des mâchoires d'alpha pour ressentir ça. Un phénomène très drôle. Moi, j'ai eu un caméscope quand j'avais 13 ans, un HI8. Et je me souviens que je filmais donc mon appartement, l'appartement de mes parents, bien sûr, donc c'est pas mon appartement. Je filmais l'appartement familial, le bordel, la lessive, le linge sale, les machins. Je faisais des reportages un peu proto-striptease à l'époque. J'ai très servi. Mais j'ai découvert les nouvelles vanilles. Nous avons tout en commun l'envie de bien-être, de liberté et de sécurité. Et regardez, elle tombe sans retomber Vania. Bon. Il y a 1000 façons d'être femme, mais une seule façon d'être bien. Vania classique, Vania ultra mince, Vania. Donc, Vania est la serviette que j'ai gardée pendant toute ma vie, jusqu'à 50 ans, voilà. Ma mère, quand elle voyait que je revoyais ça sur l'écran de la télévision, elle était là, oh non! Parce que pourtant, elle était juste à côté. Donc, elle était, oh non, mais je veux pas avoir cette cuisine comme ça. Je dis, la cuisine, elle est comme ça. Et c'était trop drôle, c'est d'où la conversation que j'ai trouvé vraiment pertinente. C'est parce qu'on se rend compte que ça pourrait être diffusé comme ça, que là, il y a un malaise. Ma mère, elle s'est dit, mais mon Dieu, j'espère que ces cassettes. En plus, elle comprenait rien. C'était déjà à l'époque, mais c'était presque supprime. Ta mère, elle avait juste peur qu'on dise qu'elle range mal sa cuisine et sa buanderie. En fait, c'est ça qui se passe. C'est si on voit cette image-là, que vont dire les gens de mes tâches de ménagère? Est-ce qu'ils vont me critiquer? Exactement. Et c'était la suite de notre conversation sur le rapport à l'intime, en fait. Voilà. Alors vas-y, parce que tu m'as rappelé un truc que j'avais oublié sur le rapport de comment on montre son intimité. Alors, indépendamment de maintenant de la pléthore de surabondance de l'intimité mise sur les réseaux, mais il y a une certaine époque, la maison, les invitations, vas-y, je trouvais très intéressant. Oui, jusque dans les années 70, t'invitais quelqu'un, il rentrait dans le salon, éventuellement dans le bureau si quelqu'un avait un bureau. À l'époque, les cuisines n'étaient pas des salles à manger. Ça commence à venir dans les années 70-75 avec les cuisines à l'américaine. Mais donc tu montrais en fait la façade, c'est-à-dire le salon. Il n'y avait pas cette intimité des fourneaux, voilà, du puis espace, de la buanderie et de tous ces trucs-là. Parce que tout à l'heure tu parles du linge sale de ta mère, c'est exactement ça. C'est une buanderie, c'est quelque chose où elle va être jugée sur son travail de mère. Il y avait une pudeur aussi vis-à-vis de son intérieur, de chez soi, et il y avait des règles qu'on montrait ou qu'on montrait pas. Et tout ça a évolué. Je sais pas si ça a évolué au même moment que le rapport à l'intimité par rapport aux réseaux sociaux. Ça c'est un peu après, mais ça s'est fait en même temps parce que à partir des années 70, il y a des choses qui arrivent comme tout simplement les seins nus sur les plages et des choses comme ça qui interviennent dans ces questions d'intime.
ou d'estime, et pas d'estime, j'ai bien dit d'estime, et c'est des choses, même si on s'en rend pas compte, faire du coup basculer ces questions-là, parce que à partir du moment où tu te montres à poil sur la plage ou quasi à poil, pourquoi t'irais cacher ta salle de bain, quoi? Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe, mais il y a des interconnexions dans tout ça. Et puis après, ça s'est accéléré avec l'Internet et surtout le téléphone portable qui a rendu accessible le fait de se filmer à tout le monde. Et de le diffuser à tout le monde, ouais. Voilà. Mais c'est marrant que tu fasses le rapprochement avec les seins sur les plages, parce que c'est presque de l'exhibitionnisme. Non, Et c'est pas nécessairement de l'exhibitionnisme. Non, justement, c'est ce que je voulais dire, que ça en était pas. À l'époque, au moins des seins nus, c'était plutôt une volonté de peut-être d'émancipation par rapport à certaines normes, etc. Mais est-ce que c'en est pas au final de l'exhibitionnisme? C'est mes seins. Encore C'est à moi. aujourd'hui, C'est pour me faire plaisir à moi. avec ce Je veux côté pas- de se filmer dans son lit tout le temps, de se filmer même aux chiottes, de se filmer H24, de montrer des choses aux gens je qui pense ne veulent pas voir en fait. Je pense que c'est même pas des questions d'exhibitionnisme, c'est des gens qui n'ont plus de conscience de ce qui est intime et de ce qui ne l'est pas. Et donc, tu fais continues ta conversation au téléphone pendant que tu es au chiottes et on t'entend pisser, ce qui est absolument désagréable. Je suis désolé, d'abord ça fait du bruit. Mais bon, voilà. Ça donne aux autres envie d'aller pisser. Éventuellement. Mais voilà. C'est mieux qu'un baillement quand même. C'est-à-dire que, en fait, c'est la disparition des frontières. C'est un enjeu majeur de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est la question de la limite. On veut plus de limite. Et tout à l'heure, Mandril parlait de la transparence. C'est exactement ça. On veut plus de limite. C'est pas la transparence au nom de l'honnêteté ou je ne sais quoi. C'est la transparence au nom de la suppression des limites. Or, la suppression des limites n'est pas possible. Tu peux enlever une limite, il y en aura toujours une autre qui va Tu peux les repousser. Tu peux... Et même les repousser, ça devient compliqué à un moment donné, parce que tout simplement, il y a la limite physique. Si tu te jettes à l'eau et que tu sais pas nager, eh ben tu te noies. C'est tout, c'est comme ça. On a finalement une espèce d'évaporation du sacré en fait. Quand les limites disparaissent, en passant d'un espace à l'autre, on n'adopte plus telle ou telle posture, tel ou tel comportement. Tu vois, on ne perçoit plus qu'il y a un intime. C'est le latin intimus, c'est ce qui est au plus profond. Les gens ne s'en rendent plus compte finalement. Alors, tu vois, le sacré comme espace circonscrit et supérieur si tu veux, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Tu vois où je veux en venir? oui, sauf que tu n'utiliserais pas le mot sacré qui est un peu exagéré là. Non, Qui est c'est très pas qu'il connoté religieux. C'est pas qu'il est, Voilà, voilà, qui est qui est connoté, religieux. qui est Parce très qu'il n'est pas du connoté. tout exagéré. L'intime, c'est du sacré, justement. Ouais. Et c'est tout le problème des relations fusionnelles où, justement, on détruit l'intime et on détruit la personne qui est en face de soi. Et donc, c'est une question qui est fondamentale, cette question des limites. Sauf que, par démagogie, aujourd'hui, on prétend qu'il n'y en a plus. Alors moi je parle de limite aussi de l'illusion. L'illusion va être de plus en plus grande. Alors Gilou pourra nous parler des différences, j'en parle souvent sur ma chaîne, l'eidolon, l'icône, le Oui, simulacre, bien sûr. le fantasma, tous ces termes grecs qui définissent l'image, alors que nous on a un putain d'imago dérivé du latin. Bon, ça c'est un autre truc, ça endort tout le monde, c'est intéressant d'un point de vue intellectuel. Moi j'aimerais juste montrer que maintenant... Voilà, c'est des nuances et les nuances sont toujours intéressantes. Alors, Plus tu as de vocabulaire pour bien définir les sûr, choses, c'est- plus tu es proche de quelque chose du prêche réel. pour un Déjà que les convaincu. mots pervertissent les choses ou les idées. Non, il Donc est si en plus, perverti, tu peux... Bah non, mais ils les réduisent à quelque chose. Oui, mais ils si les t'as pas de mots, déforment tu en peux fait pas déjà. l'exprimer. Donc, tu peux pas... Oui, mais chaque idée est toujours plus grande que le mot qui va le contenir. ça c'est... D'abord, une idée, tu la construis pas avec un mot, tu la construis avec une association de différents mots. La preuve, c'est que l'image, tu vas ajouter la sculpture, le bas-relief, la photographie, la peinture, tu vas tout de suite ajouter très rapidement un certain nombre de termes autour. Un mot tout seul n'est pas suffisant pour définir quelque chose. Mais moi je parle par exemple pour la musique ou pour plein de choses assez techniques. Si t'as pas les mots, tu peux même pas avoir les idées et ressentir les choses. Et c'est pareil pour l'image. Oui. Si t'as pas les mots... Si t'as pas les mots, si tu peux pas définir avec des mots, et c'est avec les mots que viennent les idées parfois. Pas seulement avec les mots. C'est quand tu te mets à faire une image que les idées de ton image se construisent. Avant, tu n'as qu'un truc
dans la tête, entre guillemets, dans les nuages, et il va se concrétiser pour et par la réalisation. Et c'est pas pour rien que du point de vue juridique, une idée n'est pas protégeable et il n'est protégeable que la réalisation. C'est justement parce que cette idée n'est rien. La preuve, c'est que depuis le début de l'humanité, on a fait des centaines de romans d'amour et de pièces de théâtre sur l'amour. Et tu sais ce que disait Malraux, il n'y aurait pas d'amour s'il n'y avait pas de romans d'amour. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des romans d'amour qu'on construit après son propre lien qu'on projette avec, tu vois Finkielkraut qui est là comme un taré qui dit on a supprimé les mariages arrangés pour au final se marier entre castes, donc le mariage d'amour n'est qu'une illusion, je fais tout un truc. Bon, il dit qu'il viole sa femme aussi tous les soirs, mais là quand il le dit c'est marrant, je suis dans son camp, quand il a une féministe vraiment bien de soin devant lui, là il me fait plaisir. Je vais pas parler de Finkielkraut, j'ai pas envie de parler de Malraux. À la base, j'ai essayé de faire un petit virage sur l'illusion de l'image, portée à son paroxysme. Et puis le fait de l'absence de la limite. On en a parlé, toi tu ne connais pas, mais je te montrerai que maintenant, et moi c'est ma grande marotte, c'est maintenant mon nouveau fétiche, mon nouveau totem là que j'ai sur ma chaîne depuis un petit moment là, c'est que là on va arriver avec l'effet filtre qui ne trafique pas ces filtres avec ces photos, avec ces filtres préenregistrés sur des applications, Snapchat, Instagram, TikTok ignoble. Mais là, j'ai vu que maintenant, il y a un truc vraiment très, très drôle, c'est de voir des gars avec des physiques dégueulasses, ou en tout cas, voilà, ils sont juste habillés en fit, et puis tout d'un coup, ils se mettent torse nu, et il y a le filtre avec l'intelligence artificielle qui crée une succession de points de vue de musculature ultra sec où le mec il est à 3% de gras, il est prêt pour aller faire sa compète en powerlifting, en men's physique là, et je trouve ça hallucinant parce que là c'est drôle. J'ai vu la même semaine, c'est une meuf qui danse et tous ces trucs où tu vois ces petites bombasses qui font un petit mouvement ridicule et puis ça fait 4 millions de vues, et ben là c'est ça, donc ces petits mouvements ridicules parce que juste elle est belle, voilà, j'ai dit ça poliment. Elle est belle, elle est fraîche, donc du coup, tu as toutes des espèces de PNJ qui vont se partager cette vidéo. Et ben j'ai vu ça avec maintenant de la statue grecque. C'est-à-dire que la bonne femme, elle fait un mouvement ridicule et ça la remplace par tout un tas de successions, une espèce de miroitement de statues grecques. Et j'ai trouvé très intéressant les deux paradoxes, l'illusion du corps classique qui donne le dérivé du corps du bodybuilder avec le mass monster et tout ça. هنخش على موقع كايبر اي اي وبعد كده نختار الفيديو اللي احنا عايزينه كونتينيو ونكتب اسم الستايل اميزنج ماسل سينماتيك افكت le corps surprotéiné, puis l'esthétique grecque, puis je me dis mais où c'est que va se placer cette prochaine génération qui n'aimera plus la réalité, sa propre réalité, sa projection dans le réseau, complètement mystifiée quoi. Complètement tout boosté, dépendra. Complètement OGM, des portraits sous OGM, ouais, des portraits sous OGM IA quoi. Mais tout dépend, je pense, des modes. Hein. Les corps, tout ce qui a été la beauté ne dépend que des modes. Oui, parce que t'as des woks plus poilus dégueulasses avec des cheveux rasés qui vont plus se maquiller, qui vont laisser ces gros walpés qui sortent de boutons ou de grains de beauté, le truc que t'aurais viré de toute façon en tout temps normalement, mais là maintenant ils sont fiers de le montrer. Bon bref, oui, il y a l'effet inverse. Pour la masse, les Stan Smith arrivent, et puis plus t'en vois, même si au début t'aimais pas, plus à la fin tu te dis oh bah j'achèterais bien cette paire de chaussures que tout le monde a. Parce qu'en fait, mais c'est pareil pour les corps, tu vois. Tu crois que t'aimes quelque chose, mais en fait c'est juste que tu as envie d'être comme tout le monde autour de toi, t'as pas envie d'être le mouton noir. Je parle pour la majorité, évidemment que c'est. Il y a un contre-courant aussi, c'est que. Il y a toujours un contre-courant. Mais... C'est qu'aujourd'hui, les appareils argentiques sont en train de remonter dans la jeune génération, et justement, parce qu'ils savent qu'en faisant des photos argentiques, ils échappent à tout ça. Donc il y a toujours des... faut se méfier. Moi, je me rappelle quand Photoshop est arrivé, tout le monde a dit il va plus y avoir de reportage, il va plus y avoir que de la photo truquée, il va plus y avoir que... les paroles dramatisantes sont toujours des problèmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses où il faut s'interroger ou alerter et réfléchir. Chez les adolescents, le drame, ça fait vendre de la néfaste. copie, c'est tout. Que ça soit ici, le drame d'ici Paris et de Sheila qui est abandonné par Johnny Hallyday, ou que ce soit le drame du Figaro qui t'explique que justement il va plus y avoir de créateurs d'images et qu'il va plus y avoir de photos. C'est ce que tu me disais dans la voiture quand je te disais ça justement. Je te disais quelque chose comme
les images vont... avec les images et aujourd'hui maintenant la possibilité de tout truquer, les gens vont plus savoir ce qui est vrai, et tu me disais qu'on n'avait pas attendu l'image, que le texte faisait ça très bien aussi, de tronquer le réel. Pas seulement ça, si tu regardes l'histoire de la photo, contrairement à ce que tout le monde imagine, le trucage est né en même temps que la photographie, puisque tous les portraits de Baudelaire ont des yeux qui sont redessinés parce que le temps de pose est trop long. Et donc, ici c'est flou. Et même sans aller dans cet extrême-là... Repique sur argentique, j'adore cette technique. Une photo... donc cette photo, elle est faite, il y a 2 expositions qui ont été faites, une pour la mer, une pour le ciel. Okay. Et en laboratoire, il a fait une double exposition sur son tirage variété. Il n'a pas laissé la même durée de lumière sur la mer que sur la... Non, il l'a fait autrement, c'est-à-dire qu'il a exposé différemment la photo du ciel et la photo de la mer, et comme ça il a pu exposer, mais il l'a fait en 2 étapes, les deux photos. Il a caché une des parties de l'image. Et puis après il a caché l'autre partie pour exposer. Donc le trucage, c'est... Oui. À partir de... En fait, la technique même impose presque la création des trucages, parce que c'est tellement évident que d'avoir de la lumière qui va te révéler quelque chose que tu peux jouer avec, quoi. Méliès, c'est la première chose qu'il pense quand il voit le cinéma, c'est tout de suite de faire la lune et de faire des cartons. De faire l'illusion d'optique. Et puis de faire apparaître, disparaître. Couper, recoller. Le premier truc que t'as quand j'avais un caméra H8. Moi, quand j'avais une caméra H8, le truc que tu fais, c'est des tours de magie. Des tours de magie, d'enlever. Des gens, quoi. Voilà, c'est apparaître des objets. On va voir si ça va marcher. Regarde ce qu'il en reste, ça marche. Regardez, on a des pouvoirs. Il se connard et on lui fait un ouais, une saloperie. Allez, viens. Mes godasses toutes neuves. Mais ça fait chier, hein. C'est toi qui as fait ça. Je vais te péter la gueule. Mais pas seulement ça, faut pas oublier que la perspective c'est une illusion d'optique, c'est un trucage, quoi. C'est-à-dire que l'image, elle a... Le temps, les perspectives... Tout ça c'est du trucage, donc il faut... le voile de Maya. On s'en fout que ça soit du trucage en fait. Ce qui est embêtant, c'est les gens qui prennent ça pour argent comptant. Alors, ce qui est chiant, c'est quand le trucage il a plein de cellulite quand même, ça fait chier. Non, ce qui est chiant, c'est... Cette prétention à la vérité n'a pas d'intérêt, c'est pas de l'art si c'est vrai. C'est chiant, le vrai. Ouais, c'est chiant. Bah je sais pas. Ouais. Je vais divaguer un petit peu, mais on va parler focal rapidement. Quelqu'un que j'aime bien sur internet faisait un comparatif des différentes focales, c'est-à-dire quand on est à 20 mm, quand on est à 50 mm, quand on est à 80 mm. Il cherchait à voir qu'est-ce qui déformait en fait. Il s'est rendu compte que c'était pas la focale, mais c'était la distance de l'objectif qui déformait. Ce qui est la focale, la distance de l'objectif. Oui, voilà, mais en fait la focale c'est pas l'objectif en lui-même, c'est la distance entre l'objectif et la personne. Oui, c'est quand même, si tu regardes les lois d'optique, c'est quand même la focale. Lui, il démontrait qu'en fait c'était la distance qui faisait la déformation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que tu peux réduire cette déformation en jouant sur la distance. En fait. Oui. Par exemple, à 20 mm, si tu es très près de la caméra, tu vas avoir l'air complètement déformé et très resserré. Mais jusqu'à 80 mm et après ça se déforme moins. Même si tu regardes un 20 mm, un paysage fait au 20 mm et que tu regardes le même paysage fait au 50, il y a un phénomène comme le 20 mm, tu vas être prêt pour avoir le même cadre alors que le 50, tu vas devoir te reculer. Il y a un phénomène de taille des objets qui n'est pas la même selon la focale. Voilà. Donc, il y a... Et cette histoire de déformation optique... Tu pourras sortir ça à ta copine. L'histoire de déformation optique, en fait, elle est liée au paradigme qu'on a dit à un moment donné que la focale humaine serait de 45 degrés. La focale de l'œil humain, c'est un ovale qui est beaucoup plus large. Elle est entre 30 et 40 à peu près, il me semble. Voilà, c'est ça. Et c'est des mesures qui sont que des équivalences, parce que justement, une photo, c'est rectangulaire, un champ visuel, c'est ovale.
une photo, c'est net partout, ou flou partout. Un champ visuel, c'est hyper net dans les 10 degrés centraux. Ça va en se dégradant. Et à la fin, quand tu es dans les 120, 160, tu ne détectes plus que le mouvement. Moi, quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça, j'étais sur un quai de métro. Et puis je regardais dans le vague, comme tu regardes le ballast quand tu attends ton métro, quoi. Et puis tout d'un coup, j'ai ma tête qui tourne à droite à toute vitesse. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et je m'aperçois que ce qui était tout à fait l'extrême droite de mon champ visuel à ce moment-là, et qui était devenu le centre de mon point de vue, c'était une souris qui était en train de bouger dans le ballast. Et la souris, elle est la même couleur que le ballast, donc je n'ai vu, en fait, c'est que le mouvement qui a déclenché le déplacement de ma tête. Exactement. Et ça, c'est des phénomènes qui n'existent pas, en photo ou au cinéma d'ailleurs. Ouais, mais je voulais juste revenir sur ces histoires de focale. En fait, mon point, c'était tu disais, c'est chiant le réel. En fait, pour faire rapide, 20 mm, ça va être par exemple les youtubeurs qui se filment très près pour avoir une impression de largeur, tu vois, tout en étant très près. Entre 25 et 40, c'est plutôt les émissions, les reportages, le côté striptease, et c'est là que c'est très réaliste, c'est très réel, tu vois, tu donnes pas plus d'intention que ça, c'est ce que ton œil voit à peu près. À 50 mm, ça va être le côté cinéma, les dialogues au cinéma sont filmés en 50 à peu près, et 80, ça va être carrément les instants hyper dramatiques, tu sais, les scènes de révélation, dans le cinéma noir par exemple, c'est quelqu'un qui découvre quelque chose, on va mettre un beau 80 mm sur sa tronche, tu vois. Mais moi je trouve pas que entre 20 et 45, ce qui est l'échelle réelle, c'est-à-dire ce que tu vois à l'œil nu, moi je trouve pas ça chiant du tout, je trouve ça même c'est plus intéressant, le striptease, les choses très réalistes comme ça. C'est caricatural. Quand j'ai dit plus large. Quand j'ai dit la vérité, c'est chiant. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu fais une création artistique, t'as déjà du trucage. Il y a du montage. Il y a un point de vue. Il y a un point de vue, donc c'est pas du truc. C'est pas nécessairement du trucage, mais il y a un point de vue. Et pour que ça soit intéressant, il faut qu'il y ait un point de vue. Sinon. Mais je comprends tout à fait ce que là, vous êtes dans un truc très technique pour les photographes. Nous, dans ma chaîne, il y a beaucoup d'illustrateurs. Et nous, les focales, elles sont intuitives, tu vois. On n'a pas ce. Alors, j'ai fait des cours de. Je vais peindre un 24 mm ou un 50 mm. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est indépendamment du travail des dessinateurs, puis faire l'entre-soi des dessinateurs qui savent ce que c'est, que ce soit quand tu bosses au rotring ou à la gouache ou à l'huile, où tu vas justement jouer avec différents effets, tu vas pas te faire chier avec, tu vas pas donner certaines infos suivant le support, d'où le support crée aussi un langage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les images mentales. Parce que exactement comme la définition qu'il nous a donnée très technique de l'œil où c'est net et tout machin, l'image mentale poussée à bout avec le souvenir du rêve, c'est exactement ça. Plus tu réfléchis à ton image que tu avais, plus tu te rends compte qu'en gros c'est plutôt une sensation, une émotion que tu gardes avec une espèce de timbre comme ça, pam, qui te donne une image, mais elle est complètement illusoire parce qu'au moment où tu essaies de la décrire, alors que ton rêve était très précis, tu te rends compte que en fait c'était pas si précis que ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, moi, j'ai travaillé sur le rêve avec certains de mes élèves. Moi, ça me fait penser au rêve où en fait, quand tu commences à le dire, jusqu'au moment où tu l'exprimes, il est net. Et au moment où tu vas commencer à le dire, il s'en va en fait. Ça, sinon, l'image mentale, il faudrait que tu définisses qu'est-ce que c'est une image mentale. Est-ce que c'est une réminiscence? Est-ce que c'est juste un souvenir? Est-ce que c'est... Non, mais j'ai beaucoup parlé dans ton cerveau, J'ai parlé de Tiki, Miroslav Tiki, qui est un photographe d'art brut. Ne voyait pas ses photos parce qu'il fabriquait des espèces de... C'était pas des caméras obscures, il avait vraiment des matériaux de photographie pro qui piquait de déchets d'une usine à photo à côté de son squat où il vivait, et puis il récupérait ses négatifs, et du coup il faisait des espèces de systèmes incroyables à coups de goudron, de ficelle et de lunettes de verre qui polissaient à la cendre et tout, et tout le monde croyait pendant toutes ces années qu'il faisait des fausses photos. Il était là, tu voyais un clodo avec et en gros il a fait des vraies photos. Et ces photos, quand tu les vois, moi je parlais d'image mentale, on voit il y a du flou, il y a des problèmes il y a des gros problèmes de développement. Mais donc c'est arriver à capter le visuel d'un souvenir. Il arrivait à capter, sous le fait que c'était aussi un gros taré complètement obsédé par le corps de la femme et le côté un peu voyeuriste, il arrive à donner un souvenir de femme qu'il a vue, qui pourtant on verra plus jamais, tu vois, genre comme tu croises une... Mais qui est une photo. Par la photo. Oui, mais c'est toi qui l'interprètes comme souvenir. Ouais. Lui, il a fait une photo. Ouais. C'est toi qui décides que c'est un souvenir. Que ça ressemble à un souvenir.
Bah, je pense que ça ressemble à une image mentale, ouais. Mais je suis pas le seul à le dire, hein. Je veux dire que ça, je reprends une phrase que j'ai lue en parlant de son travail. Mais après, je me suis dit, c'est marrant parce que au final, ce que je fais moi en tant que dessinateur, quand j'ai vu Tokyo, j'ai halluciné sur Tokyo. Et puis là, j'ai gardé une image mentale que tu as essayé de retranscrire. que en j'ai essayé de dessin. retranscrire avec. Une et émotion, quoi. c'est exactement ce que dit Druyet. Qu'est-ce qui est intéressant chez les artistes, c'est justement comment ils interprètent le monde. Parce qu'au final, on pourrait être dans la nature et puis se balader et puis halluciner dans la forêt. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Lui, il donnait l'exemple du 19e siècle avec les dioramas. Les gens, en fait, ce qu'ils aiment, c'est bon, il y a ce côté, avant qu'on ait les ballons, d'ailleurs, on est bien placé en étant ici dans cet hangar Y, mais c'était cool les maquettes parce qu'on pouvait s'imaginer de voir le point de vue de Dieu, tu vois. D'ailleurs, moi j'ai un ami artiste qui s'appelle Montou, qui a fait son gros buzz parce qu'il a fait son château en argile en plein milieu d'une rivière en Suisse, là. Il disait, moi j'aime pas ces drones, tous ces plans drones, parce que de quel droit on prend le regard de Dieu, tu vois, de manière complètement maintenant standardisée et vulgarisée et accessible par tous. Avant, à faire des plongées et des plans zénithales, c'était hyper compliqué, quoi, pour les amateurs. Maintenant, même ça, c'est venu facile avec le drone. Et j'ai fait un tunnel, je parlais de Mira Shavtiki, je parlais de mon ami Montou, et puis je voulais faire une petite... C'est intéressant le rapport au drone, à l'image. J'ai l'impression de voir avec ton histoire de drone la situation exactement inverse de ce que tu disais quand une petite souris s'était posée à côté de toi. Là, tu avais une irruption et tu as eu un réflexe cognitif de tourner la tête. Et finalement, un réflexe cognitif, donc c'était pas uniquement la vision, c'était un ensemble La vision, elle mécanique. n'existe pas toute seule, de toute façon. Voilà, oui, bien sûr, mais tu vois, ça permet de prendre un peu de recul sur le sujet. Et aujourd'hui, avec les drones, avec les images qu'on prend des gens, même dans les cadres d'agression dans la rue, c'est des choses qui se font beaucoup, on capture les gens avec des images. Donc on a cette... l'homme fait irruption en capturant, tu vois. Il fait irruption sur les choses. La caméra, c'est un lasso, en fait. Depuis, La caméra, oui. une phrase magnifique, je l'avais envoyée. Depuis que le monde vient à nous en images, il est mi-présent et mi-absent, il est comme fantomatique, et nous aussi, nous devenons fantômes. Günther Anders. Alors, moi, ça résonne parce que c'est ce que dit justement Baudrillard aussi, Baudrillard, qui dit l'évanouissement. que puisque tout est visible, il n'y a plus rien à voir. L'hypervisibilité par la photographie qui détruit le réel, parce que la photo, ce n'est pas de poids, ce n'est pas un espace, ce n'est pas un réel espace, ce n'est pas une odeur, ce n'est plus la mort, c'est une fausse instantanéité. Je sais que tu n'es pas tellement d'accord avec cette théorie de... En fait, on a l'illusion d'une mémoire du monde. L'illusion d'une mémoire du monde, exactement. Oui, qu'on a une mémoire totale des choses. Et Qui serait objectif, qui serait... Voilà, qui ne te surprend plus. Et l'illusion, justement, qu'il n'y aurait, je veux dire, plus de hasard, plus de choses surprenantes qui viendraient t'atteindre au cœur des choses autour de toi. En grec, il y a une qualité du discours particulière. Chez les Grecs anciens, une qualité du discours qui fait voir les choses, qui fait naître une lumière. Ce terme grec, qui dit cela, c'est le mot énargeia. On avait parlé. Tu le connais. Et, alors, pas énergeia. Énergeia, c'est l'action. L'orgueil. Alors, énergeia, c'est comme énergie. Énargeia, tu as en dedans, ça veut dire dans, comme le in anglais. Et tu as argos. Argos, c'est ce qui est lumineux. Et la couleur blanche, par exemple. Et la qualité d'un texte, la qualité... quand on parle d'énargeia pour un texte, chez les Grecs, cela signifie que la parole du poète fait surgir vraiment des images à l'esprit des gens comme une lumière qui va naître. Tu vois ? Et ça, c'est la partie sacrée. Les gens attendent cela. Les gens attendent d'un bon poète qu'il brise un petit peu leurs limites et qu'il leur fasse voir une espèce de vérité, une autre vérité que celle qui nous intéresse, parce que la définition de la vérité, il faut voir ce que c'est. Aujourd'hui, on a la définition d'une vérité-correspondance. Je dis quelque chose, ça correspond à une réalité sur le plan scientifique. Mais tu avais une forme de vérité autrefois qui était justement l'accès à ce qui est derrière, à ce qui est surnaturel. Cette émergence, en fait. Donc s'il y a des images partout, que plus rien n'est surprenant, comme des images qu'on a dans notre esprit, c'est pour ça que je parle d'illusion, de mémoire immense du monde, eh bien c'est une vérité révélée. Voilà, c'est plus révélé en fait. Il n'y a plus de révélation, il n'y a plus cette limite à sauter. Alors lui il parle de présence exagérée
J'aime bien ce terme. Oui, c'est beau La ça. présence exagérante du monde, industrie de la simulation, derrière la plupart de ces images, quelque chose disparaît, écrit Baudrillard, quelque chose disparaît, quelque chose d'unique, et j'ai dit, le calme, le secret, la mort, l'image, c'est la violence, c'est prendre notre regard fasciné en otage. C'est ça. La violence de ces images, c'est le sens où elles montrent un monde où tout semble actuel et maîtrisé. Bien que les images nous montrent tout, il y a pourtant plus rien à voir. C'est ça. Le spectacle du hasard disparaît. Là où je suis, ce qui me gêne beaucoup dans la position de beaucoup de ces gens, c'est qu'ils oublient le fonctionnement de la perception visuelle. En fait, le monde est image. Nous vivons dans des images en permanence. Et c'est de la photo, elle a pas inventé l'image. Elle n'a pas inventé l'image, ni la peinture d'ailleurs. C'est même le langage, dans ton livre, tu l'expliques très bien, tout passe par le langage, par l'image. Et les deux. Et pour moi, justement, mon grand problème avec beaucoup de théories sur l'image, c'est que nous vivons dans un discours qui voudrait séparer l'image du texte. D'un côté, il y aurait le saint-texte intrucable et la méchante image qui nous raconterait des histoires qui sont parfaitement trucables. À la Wagba. Qui serait le diable, quoi, l'ange déchu qui viendrait nous pervertir. Et l'image est mondaine. C'est faux, parce que, je veux dire, tu lis un poème de Victor Hugo, tu fabriques des images dans ta tête. Tu regardes un lavis de Victor Hugo, tu fabriques du texte dans ta tête. Ils sont inséparables. Et ce discours qui consiste à dire, d'un côté, il y a le truc qui ferait penser, et de l'autre, en plus, on peut penser par des images. Le cinéma de Bergman et de Godard, pour ne citer que deux, ou d'Alain Resnais, est là pour montrer qu'on peut penser avec des images. Mais même les hiéroglyphes, c'est quoi? C'est une image ou c'est du texte? Les hiéroglyphes, c'est un truc un peu plus compliqué, parce que c'est toute la question de l'invention de l'écriture. Qu'est-ce qu'est le langage? Qu'est-ce qu'est les dessins sur les cavernes, tu vois? Est-ce que c'est juste une représentation artistique? C'est une image ou c'est quelque part? Est-ce qu'on n'est pas en train de communiquer? Ce qu'il y a sur les murs de Lascaux, on n'en sait rien. Ouais, voilà, et on ne le saura jamais. Exactement. On a des hypothèses. Une des hypothèses les plus plausibles, c'est le chamanisme, mais ce n'est pas la seule. Pourquoi l'homme de Lascaux n'aurait pas le droit de s'émerveiller et de simplement vouloir représenter la beauté d'un bison en train de courir? Pourquoi il serait nécessairement, parce que moi c'est ça qui me dérange dans l'explication chamanique, qui au demeurant est intéressante, mais ça serait une version utilitaire de l'image. Oui, c'est comme la version guerrière ou chasseresse de faire l'offrande déjà à la terre par le contact de l'animal que tu vas tuer et que tu refais la scène avant ou après, ça dépend si tu remercies après. Et il y a toute cette histoire aussi du don contre don avec l'art qui viendrait comme intermédiaire pour que la chasse soit propice. C'est aussi un truc hyper chiant, ça. Oui, mais et on est en train de projeter notre monde utilitaire sur le monde de Lascaux. Et on ne sait pas s'il y avait une vision aussi utilitaire que nous. Donc, bien sûr. Donc ça, il faut vraiment s'en méfier. Ouais, je faisais juste c'était drôle d'avoir vraiment séparé le texte et l'image, alors que si on remonte, on trouve des exemples qui montrent que l'image et le texte sont en fait bien plus liés. Oui, des logogrammes. C'est ça, alors, c'est ce qu'on appelle On a reproché à Charles Romain, c'est un génocide, Goya qui a fait mais non, c'est pas un logogramme parce que ah oui, ton O, il était pas au bon endroit. Non, c'est pas un omicron, c'est ça. C'est la lettre O, omicron. Voilà. Non, de phi, non, il a utilisé phi. Phi, voilà. Et puis il l'a mis comme un O dans philosophie pour rester esthétique. Et puis l'autre, il est là, puis il lui dit non, les exemples qu'il donne de logogrammes qui sont des vrais logogrammes et d'autres qui ne le sont pas et sont intéressants. Je sais plus ce qu'il donne comme exemple. Donc j'ai utilisé ce qu'on appelle une parographie, c'est-à-dire une ressemblance de caractères. Donc bref, vous avez compris, j'ai utilisé phi parce que ça ressemble à un O. Il faudrait pas dire Dragon Ball Z, Drag Boule de Cristal and Ball Z. Il faudrait pas dire Alcatel, il faudrait dire Alc Triantel. Il faudrait pas dire Zippo, il faudrait dire Z Flampo. Parce qu'en fait, la boule de cristal, c'est pas une lettre. Voilà, c'est un O stylisé en boule de cristal. Voilà, là t'as mis une lettre en plein milieu de philorama. Voilà, donc du coup, la lettre elle a une prononciation. Boule de cristal n'a pas de prononciation. Le triangle de je sais pas quoi, Alstom ou je sais pas quoi, y a pas de prononciation. Mais le pire, c'est que tout est comme ça, tout est comme ça. Oh là, il y a un beau brochet qui vient de sauter. Ah ouais? Ouais. On viendra avec des cannes à pêche la prochaine fois. Je pense que si tu fais ça là, tu te fais virer. Déjà,
On joue un peu avec le feu là. Est-ce qu'on reste là? On n'a plus de soleil, c'est cool, ouais. Mais là, je veux dire, on n'a pas le temps de se réinstaller autre part. Il est plus de 19h, donc le problème est réglé. Checker juste. Donc, pour moi, il y a un vrai problème. Et si tu veux, il y a deux vrais problèmes dans le discours actuel de l'image. C'est tous les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'œil et tous les gens qui séparent le texte et l'image. Et on en revient à cette histoire de manichéisme quand on se met à séparer le texte et l'image, qui est une manière de ne pas penser. Puisque d'un côté, il y a le bien, de l'autre côté, il y a le mal. Il n'y a pas de position intermédiaire, il n'y a pas de nuance. Or, le monde n'est que nuance. Et la vie n'est pas vivable s'il n'y a pas de nuance, je suis désolé. Et c'est tout le problème du propos de certains sur la loi, qui ont osé dire qu'une loi s'appliquait et qu'il n'y avait pas à négocier et à dire... Je suis désolé, l'exemple que je prends toujours, c'est le feu orange. Le feu orange a été inventé pour que, si c'est dangereux que tu t'arrêtes, tu passes. Parce que de l'autre côté, les gens ne passent pas encore. L'exemple que je prends toujours, c'est tu as un poids lourd de 60 tonnes derrière toi qui est à 100 km/h, tu es au feu orange, tu t'arrêtes pas, tu passes pour que le mec il ait plus de distance pour freiner sans t'écrer. Voilà. Et Kant ne freine pas. Kant. Pour interpréter, quoi. Voilà. Quand tu interprètes. Mais le monde n'est qu'interprétation. Par exemple, pour te mettre dans la merde un peu, je vais te mettre dans la sauce. Qu'est-ce que tu penses de l'œuvre qui était au musée de Tokyo, qui représentait au palais de Tokyo, qui représentait soi-disant une peinture. J'ai pas été la voir, donc je peux pas dire ce que j'en pense. Tu vois ce que c'est ? Oui, j'ai entendu parler de cette histoire de. Mais tu l'as vu l'image ? Non, je l'ai même pas vu en production. Ah, t'as pas vu les opposés, puis surtout les autres. J'aurais bien aimé avoir ton j'ai pas été voir parce que. Est-ce qu'il y a une limite morale à l'image, à la. Non, il y a alors on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Justement, tu parlais d'un film, je sais plus lequel film. Et tu disais que le cinéaste avait répondu quand on le traitait de nazi que... Ah oui, tu l'as pas cet article là ? Ouais, c'est Chazelle sur Babylone qui disait qu'on l'accusait que son dernier film Babylone présentait un petit Roland fasciste. Déjà je l'ai pas vu, mais sa réponse est géniale. Il dit en gros, je préfère faire un bon film fasciste qu'un mauvais film de gauche. Même si après il se définit de gauche et il développe sur cette idée de... Non mais c'est une réponse très provocatrice, évidemment. Ouais. Mais la question de la morale, d'abord, c'est à quelle époque, quel temps et dans quel pays. Donc c'est toujours malheureusement c'est toujours du contextuel, la question de la morale. Ou heureusement d'ailleurs. Attends, mais en plus, je lis juste la suite de tête, parce que ça rejoint aussi la question de l'image que je t'ai posée de la morale. Il dit ensuite que, comme Truffaut le disait, un film antimilitariste, ça n'existe pas, parce qu'en fait, dès que tu montres la guerre, tu la rends sexy, en fait. Même les films soi-disant les plus horribles sur la guerre, Soldat Ryan, en fait, ça fait bander des mecs, et en fait, c'est de la propagande américaine pour faire la guerre. C'est pas un film qui dit arrêtez de faire la guerre, c'est pas bien la guerre. Le Wall Street, c'est horrible, c'est des gros connards. Et mais en fait, ça rend sexy les traders. Ça rend sexy les traders qui peuvent baiser comme ils veulent, avoir des yachts. C'est bien, en fait. Il dit c'est pas mal. Il faut comprendre que le cinéma, des fois, n'est pas obligé de. Mais même moi, quand j'avais vu la haine, non mais je t'avoue un truc. Moi, j'ai vu La Haine quand j'avais 16 ans ou 15 ans. Je regarde La Haine maintenant, cette merde de Kassovitz. Oui, bon, on va pas... Les goûts et les couleurs. Bon, je te jure, maintenant, je peux plus le voir. Quand j'étais ado, alors qu'on était en Suisse, on était... Je vais pas me plaindre, hein. Alors, prolo-italien, machin, on en a chié et tout, mais je veux dire, là... C'est combien Je te donne... Non mais, je veux dire... Faut payer, tu me dis, on était à fabuler cette esthétique de merde, on trouvait ça génial. Il y vient ton shit, Hub et tout. Alors que dans Télérama, on va te dire... On n'avait même pas compris que c'était une critique en fait. Oui. On avait 15 ans, on a vu La Haine, on voulait faire comme La Haine. Les mecs qui parlaient comme La Haine, j'avais un pote qui signait Saïd et tout, enfin qui avait inventé un truc, c'était Drazik, il signait mais le même style et tout. On a été pollués par cette merde, alors que c'était une critique. de cinéma vont te dire que non, c'est en effet une critique de la vie dans les banlieues, de la violence, de la répression policière. Il est pas chiche. Mais en fait, quand t'es à gauche, t'as juste envie d'aller taguer et d'aller te battre, tu sais. Oui, mais ce qui est vachement intéressant là, c'est que vous posez la question fondamentale, c'est la question du récepteur. Et toute œuvre, je ne sais plus quel est l'artiste qui l'a dit, mais il y en a eu plusieurs, il y a 50%, c'est le créateur, et 50% c'est le récepteur. Et c'est toute la question de qui reçoit l'image
comment il la reçoit et dans quel contexte. C'est la science du langage, et il y a même entre les deux un espèce de nuage. Et la question de l'éducation, comment tu as été éduqué, si c'est un ado, quand tu te retrouves devant un film comme ça, selon ton éducation, tu vas pas le recevoir de la même manière. Mais tu viens de faire l'exemple avec Miguel Shaftiki, où moi je vois des souvenirs, alors que le gars, il a fait 100 photos de manière compulsive, il a fait plus de, je sais pas combien, il faisait des centaines de photos par jour. Parce qu'il avait accès à toutes les poubelles, donc il y avait plein de trucs qui marchaient pas. Donc des photos, il en a fait, après qui étaient certaines utilisables ou en tout cas reconnaissables, ça il y en a très peu au final, sur toute sa dose. Mais on parlait de l'art brut avant. Émetteur, récepteur. Il y a des émetteurs autotéliques, comme ça, autoportants. Le but, le mec, il fait son truc, c'est pas pour lui-même en fait. Pour lui-même. Et c'est toute l'hypocrisie. Il se parle à lui-même en fait. Il se parle à lui-même, c'est de la schizophrénie, dialoguer avec toi-même, avec ton art et ton crayon. Et en ce sens-là, ça n'est pas de l'art. Eh ben ouais. Parce que ce n'est destiné qu'à toi-même. Or, l'art est destiné aux autres. Bien sûr. Et l'art n'existe que avec et par les autres. Ce qui est difficile, c'est qu'on en vient au problème de la définition, en fait. Il y a un moment donné, tu vois, c'est comme pour l'écriture, jusqu'où on peut remonter pour parler d'écriture. Est-ce que c'est les logogrammes? Est-ce que penser, qu'est-ce que c'est? C'est seulement en mots? Est-ce qu'on peut penser en images? Il y a des gens qui n'ont pas d'image à l'esprit. Toi, t'écris de la poésie, Gilou. Oui. Tu parles avec ta belle voix qu'on adore écouter dans les lives. Maintenant, c'est une question que je posais à mes élèves. Ouais. C'est l'Armageddon sauf pour toi. Ah, bon, t'es le seul. Seul au monde, ce genre de conneries. Est-ce que tu continues à pratiquer Est-ce que tu continues ta pratique esthétique, artistique, sachant que plus personne, et c'est fini, ne verra ce que tu fais? Ça, je trouve intéressant, comme c'est un petit jeu de langage, c'est bien de la philo par l'absurde, raisonnement par l'absurde, mais attends gros, tu fais du texte, tu fais du son, machin. Ouais, t'as pas d'ego, tu fais des trucs engagés, machin. Bon, mais admettons qu'il y a vraiment personne qui écoutera ce que tu fais. Tu continues ou pas? Tu le ferais quand même. Et ça, c'est vrai qu'il y a des gens, ils n'ont jamais capté, puis parce qu'il y a toujours cette petite dimension, je fais pour que, mes parents reconnaissent quand même que je suis un artiste, pour que ma copine se rende compte que peut-être je vais ramener du blé, donc ça va être cool. En plus, c'est le pire rêve des parents que leur gamin devienne artiste. C'est la pire des rêves, j'ai fait exprès, j'ai 1000 choses à dire là-dessus, mais bon. C'est intéressant de se dire, est-ce que ce que je fais résonne? Déjà pour moi, c'est déjà le principal. Je reviens à cette phrase géniale. Tu sais que je voulais la citer tout au début de l'interview là. Je voulais citer notre cher, on l'a vu ensemble cette exposition de Germaine Richter. Hein, donc cette femme qui dans la ligne de la formée à la tradition donc de Auguste Rodin et d'Antoine Bourdelle. Femme qui m'a vraiment touché, parce que moi j'ai utilisé beaucoup de ses statuts et de ses volumes dans mes travaux, en tout cas je me suis inspiré. Et elle a dit un truc tellement simple. Cette exposition entend reconsidérer globalement cet artiste majeur pour qui le but de la sculpture, c'est d'abord la joie de celui qui l'a fait. Je trouvais tellement simple, tellement pertinent. Le but, c'est déjà de prendre du plaisir. D'où tous mes potes qui, eux, comme disaient, qu'est-ce qu'un artiste? C'est un professionnel intégré. On est tous des artistes ici, mais on n'était pas forcément intégrés. Puis j'ai des potes qui ne sont pas des artistes, mais ils sont intégrés. Puis c'est le plus important, c'est le coup de poker qu'il fallait faire, qu'il ne fallait pas louper. Bon, c'est pas avec le sujet de ma chaîne que je risque d'être intégré. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais déjà, tu le montres. Il y a beaucoup de gens, énormément de gens, qui dessinent et qui ne montrent pas, qui ne veulent pas montrer. Alors est-ce que du coup, ça revient à ce qu'on dit sur... est-ce que pour être un artiste, il faut montrer? J'ai beaucoup de copines. Il y a beaucoup de gens, il y a des artistes très connus qui ont été connus post-mortem, une fois qu'ils étaient morts. Bon, ça, alors c'est quoi, est-ce que ça devient des artistes, même si leur art a été fait avant? Ça c'est le problème de l'artiste reconnu après sa mort. C'est un autre débat qui est pour moi revient au mensonge du romantique du 19e siècle. C'est-à-dire que pour être un artiste, il faut en chier. Ouais. Et être méconnu. Pissarro qui est connu, qui a crevé la gueule ouverte, qui a pas pu avoir un PZ de ses travaux. Puis maintenant Pissarro c'est parmi il y a tout le cheptel, mais c'est parmi les impressionnistes les plus tendance à avoir. Le parangon de tout ça, c'est Van Gogh. Van Gogh, création bourgeoise. Sauf que si on lit les lettres de Van Gogh, on comprend quelque chose. C'est qu'il ne voulait pas, parce qu'il avait peur du succès. Il écrit mot pour mot, c'est dans les lettres à Van Rappard, j'ai plus les références, mais il écrit mot pour mot, j'ai peur du succès parce que je vais être tenté de me répéter pour gagner de l'argent. Donc ça n'est pas du tout ce mythe romantique de Saint Van Gogh qu'on a construit, enfin que le marché et que la belle-sœur de Van Gogh a construit surtout, merci madame,
Bon, en même temps, vous nous avez évité que les œuvres soient détruites, donc on vous remercie quand même. Mais qui est venu un poncif dans la culture populaire, hein, c'est-à-dire que peut-être que quand je meurs, ça vaudra quelque chose, ça vaudra de la thune. Moi, j'ai des potes, moi je connais un boomer là qui est bientôt sur la pente descendante là parce qu'il a un cancer du pancréas, mais il m'a quand même dit, ouais, mais bon, peut-être que de toute façon, Alors, ça vaudra, tu vois. Au lieu d'acheter des bitcoins, le mec il fait des dessins en fait. Non mais tu sais que ta meuf, mais même au prix de la toile, elle n'arrivera pas à débarrasser ta merde. Mais c'est pas ça. Là, vous êtes aussi dans un mythe chrétien. Je suis désolé. Le paradis après la mort. Ouais, bon, c'est une. Je suis reconnu après ma mort. C'est le paradis après la mort. C'est exactement ça. À mon avis, il n'y a pas du tout. Je suis persuadé que c'est déjà la culture artisan en Chine est totalement différente, mais effectivement, ce mythe d'un artiste qui ne serait pas validé, mais validé après sa mort. Il perd tous ses défauts en fait. Une fois qu'il est mort, ça devient un saint en fait. L'évémérisme. C'est l'évémérisme. Il est bon. Voilà, il vient un statut déifié une fois que tu es mort. D'où la théorie de l'évémérisme, que tous les mythes, ça va te plaire Gilou, tu le connais très bien, tous les mythes sont en fait des vraies personnes qui ont existé et puis qui ont au final, avec la déformation, le téléphone arabe, si on peut l'employer, ce terme encore, j'espère, a fait que tout d'un coup, un mec qui était vraiment un chef de guerre devient un putain d'Hercule et tout. Puis après, maintenant, alors ça, c'est la petite parenthèse geek. Il y a le néo-évémérisme, je sais pas si tu connais. Le néo-évémérisme, qu'est-ce que c'est ? Non. Bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire, il y a les ancêtres qui sont mythifiés, alors qu'ils ont vraiment existé. Puis alors là, le néo-évémérisme, alors ça, c'est des tunnels, hein, ça on a pris un nouveau mot. C'est pas des dieux grecs, puis qui toute la descendance de l'humanité. C'est X-Files, hein, c'est les aliens. C'est que le néo-évémérisme, c'est que c'est Prométhéeus. Ok, le premier homme, quoi. Ouais, c'est les dieux, c'est des aliens qui sont venus, qui ont fait des expériences, qui ont créé l'humanité. Enfin bref, c'est une petite parenthèse, moi j'aime bien. Toujours l'image, les images. C'est toujours très dur de rebondir derrière, hein, je pense. Pas ce que dit ma copine, non. Et il faudrait dépouiller le mythe ensuite pour retrouver la part de réalité historique. Ce serait ça le... Ça me fait penser à un texte de Thucydide. Mais les trois quarts des mythes ne sont pas construits sur une personne, en général. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas un Hercule, il y a 5 ou 10 Hercules qui ont servi de modèle. Bien sûr. Comme probablement, il n'y a pas un Christ, mais une dizaine de rabbis qui ont servi de modèle pour construire les évangiles. Tu dis, tu t'emploies pas ça pour Mohammed, s'il te plaît, parce que là, tu vas avoir des emmerdes. Mais la question ne se pose pas pour Mohammed. Mais pour le Christ, la question se pose et c'est une évidence. Mais c'est une évidence. Dans la tradition juive de l'époque, et dans le combat, je te renvoie à l'entretien que j'ai fait avec Frédéric Boyer là-dessus, qui l'explique très bien. Celui qui a traduit les évangiles, là ? Celui qui vient de refaire une nouvelle traduction des évangiles, qui est absolument... alors voilà, sur la question de la métaphore, elle est absolument extraordinaire. La parabole du bon grain et de l'ivraie, tout d'un coup, elle est totalement transformée parce que c'est, en fait, c'est pas l'ivraie, c'est du senevé, c'est-à-dire le senevé, c'est la graine de moutarde. La graine de moutarde est comestible, comme vous le savez. En plus, les feuilles de graines de moutarde sont des plantes guérisseuses. Et la graine de moutarde, elle est noire. Donc, dans un tas de graines de blé, les graines de moutarde font des taches noires. Et il n'y a plus de bien, de mal, de péché. C'est fini. Il y a des différences. Et c'est comme ça tout le long des évangiles. Et c'est là que tu vois que l'importance de l'image dans le texte et de la relation texte-image est fondamentale parce que tout d'un coup, le discours est transformé. Le texte ne suffit pas à lui-même, des fois, il a besoin d'images. Non, c'est plus que ça, l'image est donnée par le texte. Quand tu fais la parabole du bon grain livré ou que tu fais la parabole du bon grain, enfin du blé et du senevé, tu es dans deux métaphores mais qui transforme complètement le sens. Et c'est des images, puisque c'est des métaphores. Ouais, okay. Donc c'est ça. Je ne te dis pas que le texte a besoin de l'image, mais enfin, de toute façon, l'image a besoin de texte et le texte a besoin de l'image. Donc c'est un débat aussi, ça, ils ont besoin l'un de l'autre. Et c'est pour ça que je ne veux pas les séparer. Mais tout d'un coup, tu t'aperçois du poids de la métaphore et comment elle transforme le sens du texte. Sur quand même la différence entre le texte et l'image, c'est que l'image a des contraintes qui sont de nature biologique. On a un œil qui a une nature particulière, toi tu connais ça très bien. Le texte, c'est l'arbitraire.
c'est quelque chose de l'homme. Non, parce que le texte, tu le perçois par quoi ? Je veux dire, non, tu le perçois que par ton œil, le texte. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que la mythologie du texte que tu lis ligne par ligne, elle est fausse. Ce que je veux dire... excuse-moi de t'interrompre, mais c'est très important. C'est que j'ai fourché, j'ai dit... Je veux dire les mots, le langage, c'est ça ce que je veux dire. Le langage, tu l'apprends oralement au départ. Oui. Au départ, c'est les lettres, les sons qu'on utilise. Pour un enfant qui apprend le langage, sont arbitraires. C'est quelque chose qui va permettre de désigner, qui va permettre de renvoyer à une réalité. Et ce qu'il y a d'intéressant avec les écrits de cette époque, par exemple les évangiles qui ressemblent beaucoup à des midrash que les rabbins juifs écrivaient, c'est que justement, il est encore attendu pour un mot de renvoyer pleinement à des images et de jouer avec le mot, non pas pour revenir comme une espèce de symbolisme moderne, non pas comme des mots qui reviennent sur eux-mêmes, qui bouclent sur eux-mêmes, mais toujours pour aller vers l'image. On va dans la métaphore pour aller vers une nouvelle image. Je me suis mal exprimé. Pas seulement pour aller vers une nouvelle image, mais pour rendre accessible ce qu'on est en train d'expliquer. Ouais. Parce que quand tu parles à des paysans et que tu parles du grain de blé et du senevé, tu parles de quelque chose qui est immédiatement accessible. Ouais. Alors que si tu parles, j'ai caricaturé du bon et du méchant, c'est quoi le bon et le méchant ? Et tout d'un coup, il y a plein d'ergotations possibles. Et c'est ça aussi la force de la métaphore, c'est que tu rends accessible aux gens avec leur expérience quelque chose auquel ils n'ont pas encore accès. Et c'est tout l'intérêt de la métaphore. C'est que tu transformes l'inconnu en du connu. La métaphore, c'est plusieurs mots qu'on assemble. Et chaque mot peut être divisé en plusieurs éléments pour en donner la définition. Et en fait, on prend un bout de chaque définition. C'est comme si on produisait un super mot. On prend un bout de chaque définition pour produire une espèce de sens. Voilà, emboîté différemment comme un sens supérieur et parfois une image inédite. C'est un combo de touches, quoi. C'est comme le dessin au final. C'est un combo. Un combo, c'est pas juste la somme des touches, c'est autre chose. C'est ça, c'est autre chose qui apparaît. Mais toi, c'est pas ce que dit Hervé. Oui. Hervé, là, toi, tu pars vraiment de références et tout. C'est la force de la métaphore, c'est que tu rends accessible quelque chose qui est inaccessible. Voilà. Et sans faire 10 km de texte. Voilà. Et c'est là où ça devient passionnant. Et même qui est invisible et qui n'existe pas dans le texte, en fait. Voilà. Parce que tu fais penser à autre chose grâce aux mots. Tu révèles une image grâce à des mots qui ne le définissent pas. Tu fais apparaître, pour être pompeux, un concept que les gens ne connaissent pas grâce, justement, à des mots et du vécu qu'ils ont. Pour être encore plus pompeux, Kant parle de subsumer sous un concept. Il faut subsumer. J'y vais du coup ? Vous me dites si tu finis. Vas-y. C'est un petit poème sur la fabrication d'une carafe, sur le travail du verrier et le vin qu'il remplit. Alors, je vous remets en contexte. C'est à propos d'un homme qui regarde sa compagne et qui justement a des visions assez fantasques. Et ce sommeil sans rêve ou rêve sans sommeil lui remettent à l'esprit combien les amants rient dans la quiétante extase ou les vœux sans soleil. Leur veillée amoureuse est un jardin des cœurs suspendus, au terreau sans nul autre pareil. Les vignes sur les murs, Leïla, effleurent ce jardin en lançant leurs ombres tortueuses. La noirceur du filet fait taire la rumeur du jour. Captif comme eux, je le suis, ma diseuse de si belle aventure. Enchaînée dans les mailles de tes cheveux, je sens l'effet d'une berceuse qui, tel un vin, en un instant, ouvre mes failles. Si l'on n'ajoute pas de fougères en cendres ou d'algues calcinées au sable blanc émail, ou mieux ce sel, ce minéral qu'on doit répandre sur les morts, le salpêtre, alors dans la fournaise, comment se pourrait-il que la silice engendre le verre rougeoyant, car au milieu des braises, la chimie a formé un produit qui se laisse prendre au piège du feu.
L'un et l'autre se plaisent, la poussière a trahi la poussière, et en vitesse on observe un amas amolli qu'un souffleur de verre agite au bout d'une canne sans cesse tournoyante. Il faut la mettre en apesanteur, cette matière amorphe, ou sinon la carafe devient difforme, asymétrique, elle demeure non viable, dépourvue du bouchon qui la coiffe. Le verre est trop massif, aucun poumon n'est ferme au point d'ouvrir la voie au vin. Le cénotaphe vitreux a un défaut. Le souffleur émet un germe expirant dans la canne et du pouce en empêche le retour. Aussitôt, la pression trouve un terme en rentrant dans le verre ainsi qu'en l'eau la flèche. L'artisan va et vient vers un four si fervent que l'or comme le cuivre y fond. Il se dépêche en gestes attentifs, infimement variants. Les mains nues, sans gants, pour plus de minutie, il saisit avec pour seule armure un écran de papier trempé d'eau. Il bombe et amincit les bords, il souffle comme un musicien et tranche. On reconnaît déjà la carafe à merci du torrent spiritueux. La chaux la rend étanche. Le sombre de tes yeux, que j'appelle antimoine, le col sert d'affinant, et la césure blanche qui te farde lui met la note de diaphane du diamant brut, qui des cristaux lui seul la raye. La carafe apparaît cristalline, or profane, sa matière est amorphe, elle se dépareille, elle est un feu sacré qui se ferait de l'ombre, mais pas comme on hybride un rameau à la treille de ma France, son unité est un faux nombre. Le travail terminé, un second four défend qu'un choc thermique envoie aux funestes décombres l'uniforme artefact que le froid mord et fend. Dans la robe du vin, étincelle fiévreuse, note, tonalité et tanin triomphant, tout éclate très fort dans les eaux carmineuses. Incessamment sous peu, la tempête escalade les parois, ses tissus voltants de danseuses couvrent le paysage avec une myriade d'arômes purpurins. Jetés avec emphase, ils dansent un ballet. Tes lèvres de grenade se couvrent sous leurs pas dans un baiser d'extase. Tu sais ce que tu devrais faire ? Dis-moi. Aller voir l'association des maîtres verriers et leur proposer de faire une fiction, enfin un documentaire sur le métier de verrier accompagné par ton texte. Ça ferait un truc splendide. Je vais faire ça. Et ça leur ferait un film de démonstration époustouflant. Tu reconnais le travail du verrier? Ah mais bien entendu, j'ai filmé des verriers, c'est la question que j'allais te poser. T'as assisté à plein de verriers en train de travailler? J'ai regardé sur des vidéos. J'aurais tellement voulu voir des artisans, mais je n'osais pas les déranger parce que c'est un métier. Mais oui, il y a toutes les étapes qui sont codées. Je suis sûr qu'il y a une association des artisans verriers en France, et tu leur proposes ça avec quelqu'un pour réaliser le film. Et voilà, parti. Et t'as un super documentaire poétique. Dans la veine d'ailleurs du film d'Alain Resnais sur la fabrication du polystyrène aux matières plastiques qui est tue avec le poème de Queneau, dans la même veine. Et t'as un truc avec des belles... En plus, il y a évidemment des belles images à faire là-dessus. T'as un superbe documentaire à leur vendre. Mais moi j'ai vu les images juste avec le texte. Non mais c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment un truc à faire de promotion de l'artisanat verrier avec ce texte-là. Voilà les amis, faut s'imaginer que les batteries ont lâché à ce moment-là. C'était magique car l'essentiel a été dit. Gilou nous a clôturé ce petit entretien de manière magistrale. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous le partager et à le remonter. Merci à Tilou bien sûr, merci à Inky, merci pour votre attention et surtout, indépendamment du texte, de l'image, quand vous priez, que vous visualisez ou que vous entendez, quel que soit le support, n'oubliez pas une chose.
c'est justement de prier, non pas pour demander, mais pour remercier. Allez, à tout bientôt pour un nouvel épisode de la Mysticosphère.